moi, je fais ça depuis des années, mais pas toujours au moment. Je vérifie que le portable est bien mis sur silencieux. Hop. On va commencer, on va laisser les mains. On va laisser les dernières. Ça marche ou pas? Non, il faut faire. Là, ça marche. Comme vous êtes très nombreux, exceptionnellement, on a pris des micros, ce que je ne fais jamais. Ce n'est pas ma tasse de thé, les microphones, mais là, on s'est dit qu'il fallait quand même assurer. Donc, d'abord, je suis très content que vous soyez si nombreux. Je ne sais pas si c'est le thème, l'épuisement de la Terre, qui vous attire, ou la personnalité un peu hors norme d'Aurélien Barraud, que je suis très heureux d'accueillir ce soir, et que je connais maintenant depuis pas mal d'années. Donc, chers amis, je suis donc d'autant plus heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière session du cycle de cette année consacré aux impasses de la domination. Et comment parler de ces impasses sans s'attarder sur celle qui est d'autant plus dramatique qu'il est à craindre qu'elle devienne vite, si elle ne l'est déjà, irréversible. L'impasse de la domination de la Terre, de cette maîtrise et possession de la nature dont les philosophes firent jadis un rêve. L'impasse de la domination de la Terre, de cette maîtrise et possession de la nature, de ses ressources vivantes, végétales et animales, minières et minérales, qui fut longtemps considérée, comme vous savez, comme le signe même de la prétendue supériorité des hommes, ou du moins de leur place prépondérante et de leur droit sur la nature. Pour cette dernière séance, j'ai donc le grand plaisir de recevoir Aurélien Barraud, qui est d'abord astrophysicien, professeur à l'université Grenoble-Alpes, responsable même du master de physique subatomique et de cosmologie, membre honoraire de l'Institut universitaire de France, donc c'est quelqu'un de sérieux quand même, c'est quand même, voilà. C'est un spécialiste de la relativité générale et de la gravitation quantique. Ses travaux de recherche portent sur le Big Bang et les trous noirs, auxquels il a récemment consacré un livre. Il participe au projet de grand télescope qui mesurera l'accélération de l'expansion cosmique. Le livre, je le cite tout de suite, c'est un livre absolument passionnant et au moins on comprend ce que c'est que les trous noirs quand on le lit. On se sent un tout petit peu moins bête quand on l'a lu. Ça s'appelle Au cœur des trous noirs et c'est paru en 2017. Mais Aurélien Barraud a bien d'autres casquettes. Et il est également docteur en philosophie. Il est docteur en philosophie, il a écrit une thèse en philosophie, j'en sais quelque chose. Il est philosophe donc. Il a coécrit avec Jean-Luc Nancy en 2011 un livre intitulé « Dans quel monde, au pluriel, dans quel monde vivons-nous » dont je cite ici une phrase « Nous continuons à nous considérer comme vivants dans un monde ». Ça commence très bien avec cette phrase-là. C'est tout de suite un note optimiste et immédiatement assuré. Nous continuons à nous considérer comme vivants dans un monde alors qu'il n'est plus certain que nous puissions encore user de ces termes. Voilà, vous êtes avertis du ton de la soirée. Sa thèse a été publiée en 2017, et je m'en suis beaucoup réjoui, sous le titre « Chaos multiple » aux éditions Galilée. Et puis je citerai encore en 2018 deux ouvrages collectifs consacrés à la question de l'animal, dont nous allons traiter aussi ce soir, Variation sur l'animal central et L'homme est-il un animal comme les autres? Donc je le remercie vraiment très chaleureusement d'avoir accepté tout de suite mon invitation. Et puis je veux aussi remercier Stéphane Crépon, qui est élève au Conservatoire national d'art dramatique et qui va aujourd'hui prêter généreusement sa voix au texte que nous allons lire. Donc nous allons commencer par un texte de Lucrèce,
tiré du Natura Rerum. Donc Stéphane, c'est à toi. Sans doute on a pu voir, au souffle des tempêtes, les grands arbres voisins entrechoquer leurs têtes et sur les monts, au loin de pourpre couronné, comme des fleurs jaillir des foyers spontanés. Mais ce n'est pas le feu qui sous le bois se cache. Ce sont ces éléments que le choc en détache et dont les flots unis embrasent les forêts. Si dans le bois couvaient tant de bûchers secrets, quelle écorce eût dompté leur fureur délétère? Dès longtemps, l'incendie aurait rasé la terre. Avais-je fait la part trop large à l'ordre, au lieu, au mouvement transmis et reçu, dont le jeu, à la même matière autrement combinée, donne l'aspect ligneux ou l'apparence ignée? Mesures-tu l'effet des moindres changements en décors presque nés de communs éléments? Les mots semblent ici confirmer la nature. Malgré les traits communs à leur double structure, nous ne confondons pas ligneux avec igné. Si contre l'évidence, en l'erreur obstinée, tu veux, assimilant le principe à la chose, confondre les objets et ce qui les compose, c'en est fait à jamais des corps primordiaux. Je crois voir la nature entrer dans le chaos et mêler au hasard, sur sa face en délire, l'amertume des pleurs au tremblement du rire. En marche, maintenant, et puisse mes leçons éclairer pour toi l'ombre où nous nous enfonçons. Il faudra, je le sais, disputer la victoire. Mais, frappant ma poitrine, un grand espoir de gloire, de son tirse magique, a fait vibrer mon cœur. Mais frappant ma poitrine, un grand espoir de gloire, de son tirse magique, a fait vibrer mon cœur. Fort du suave amour des muses, sans terreur, j'entre en ces régions que nul pied n'a foulées, fier de boire vos eaux, sources inviolées, heureux de vous cueillir, fleurs vierges qu'à mon front, je le sens, je le veux, les muses suspendront. Fleurs dont nul avant moi n'a couronné sa tête, digne prix des labeurs du sage et du poète, qui, des religions, brisant les derniers nœuds, sur tant de nuits épanche un jour si lumineux. Et qui nous blâmera, si par la poésie, tout ce que nous touchons est frotté d'ambroisie? Merci, merci Stéphane pour cette lecture du texte de Lucrèce, extrait du De Natura Rerum. Donc Aurélien, donc vous avez choisi vous-même de commencer par ce texte de Lucrèce, extrait du De Natura Rerum, donc de la nature des choses. Donc peut-être pourriez-vous juste très rapidement nous rappeler qui est Lucrèce et rappeler ce qu'est ce livre, et surtout dire en clair pourquoi vous avez choisi ce texte-là, pourquoi vous avez voulu commencer par Lucrèce. Oui, peut-être ce texte, il faut un tout petit peu le situer, c'est-à-dire que Lucrèce écrit dans une lignée. Et je crois que la lignée s'ouvre d'abord avec Démocrite, qui est l'inventeur de l'atomisme. L'atomisme, cette idée suivant laquelle le matériau ontologique, en quelque sorte, de la matière est constitué de petits éléments insécables, est une idée extraordinairement moderne. Aujourd'hui, toute notre description physique de la matière, de sa structure intime, voire ultime, repose sur l'idée de particules élémentaires, qu'on ne nomme plus vraiment atomes, qu'on nomme plutôt quarks et leptons, mais toujours est-il que l'idée perdure. Et Démocrite est aussi, je crois, radicalement novateur en cela qu'il propose une méthode qui s'affranchit de la cause finale, qui tente de se fonder sur une économie conceptuelle et qui va réellement proposer une vision matérialiste, mécanique et causale du monde. Et c'est ce qui va conduire Épicure à infléchir légèrement le système de Démocrite en ajoutant cette chose incroyable qu'on appelle la déclinaison en français, le parenklisis en grec, le klinamen en latin. C'est une petite variation, nec plus quam minimum, dit Lucrèce, pas plus que le minimum, qui
en quelque sorte, et c'est ça que je trouve extraordinaire, vient poser un peu de jeu dans ce système qui était vraisemblablement trop rigide. Et ça, on le retrouve aujourd'hui, à mon avis sans grand succès d'ailleurs, mais dans certaines philosophies matérialistes pour expliquer la conscience, la liberté, le libre arbitre, la possibilité de choix. Il faut peut-être venir ajouter comme ça un peu d'aléa, un peu de stochastique, un peu d'imprévisible dans le champ des choses. Et donc Lucrèce est celui qui met en mots, qui met en monde, en quelque sorte, dans cet incroyable poème, l'idée d'Épicure. Et ce qui me plaît particulièrement, c'est qu'il me semble qu'aujourd'hui, ce poème est un appel ou un rappel à l'humilité. Parce que pendant 20 siècles, presque tous les interprètes, les exégètes de Lucrèce, de Cicéron à Marx, ont vu dans ce clinamen, cette petite déviation, une absurdité principielle. C'était une licence poétique, mais ça n'avait aucun sens, ni physique, ni logique. Personne n'a jamais vu un corps se muer spontanément hors de son orbe de chute. Et il y a quelques décennies, Michel Serres, suivi par d'autres ensuite, a posé l'hypothèse que peut-être nous comprenions mal Lucrèce, parce que nous le pensions dans le cadre d'une statique des solides, d'une quasi-statique des solides. Alors que peut-être il faut penser dans le paradigme d'une dynamique des fluides. Auquel cas, ce clinamen, ce ne serait rien d'autre que l'incoatif de la turbulence. Vous voyez, c'est le flux ou le flot laminaire qui va engendrer le tourbillon, c'est-à-dire le chaos, l'imprévisible. Et en effet, l'infiniment petit peut donner naissance, dans ce cadre-là, à des conséquences gigantesques. Le seul vers peut-être que beaucoup connaissent par cœur de Lucrèce, c'est le Suave Mari Magno, qui est généralement interprété comme une ode à une sérénité égoïste, se poursuit par Turbantibus aequoraventis. Et voici venu, oui, et voici venu, voilà, les tourbillons, les vents et l'eau. Et qu'il est doux quand la mer est agitée, mais oui, on le fait avec cela. Et pour les latins, les fluides sont essentiels. Leurs meilleurs ingénieurs construisaient des aqueducs, des viaducs, des ponts, des canaux d'irrigation, des égouts. Autrement dit, le rapport au fluide est primordial. Et quand on réinterprète Lucrèce dans le cadre d'une pensée de l'écoulement, je crois que d'un seul coup, l'ensemble de l'édifice fait sens et supplémenté par l'Arénaire, c'est-à-dire par l'œuvre mathématique d'Archimède, l'ensemble d'une protophysique commence à se dessiner. Et donc le lien avec notre thème d'aujourd'hui, et la raison, je suis un peu long, je vais être plus bref, et la raison pour laquelle j'ai proposé ce texte, c'est parce que Lucrèce, c'est aussi vraisemblablement le premier à avoir posé l'idée d'entropie. Vous savez, l'entropie en physique contemporaine, en thermodynamique, c'est le désordre dont on ne sait qu'il ne peut qu'augmenter. C'est quelque chose de très très inquiétant finalement, parce que... C'est bien, parce que vous suivez tout voilà. de mes questions. Donc moi, on n'a pas répété pourtant. Hein. Non, je voulais vous interroger sur le clinamen, c'est fait. Vous avez quand même répété tout à l'heure le thème, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait compris. Bon, voilà. Et je voulais vous interroger ensuite sur, puisque vous êtes vous-même un penseur du chaos, sur le chaos, et je vois que vous y venez. Oui, le chaos, parce que, en fait, le rapport au chaos, il est fondamental. Vous savez, chez Hésiode, par exemple, ça commence par chaos. Hein. Avant Gaïa, avant Uranos, c'est-à-dire avant la terre, avant le ciel couronné d'étoiles, la divinité, qui est aussi un élément primordial, c'est chaos. Ça commence par chaos. Et ce dont je crois Lucrèce à l'intuition, c'est que ça retourne à chaos. Et c'est exactement ce qu'on a compris en physique contemporaine. Mais ça, je trouve que ce qui est fascinant, c'est pas tellement qu'il y a eu une sorte de pré-intuition de cette évolution naturelle vers le désordre, parce que ça aurait quelque chose de peut-être un peu arbitraire de le reconstruire comme cela. Ce que je trouve génial, c'est une sorte de sensibilité à la fragilité du monde. Pour moi, c'est presque en écho, complètement décontextualisé, hein, mais c'est presque en écho à des cosmogonies égyptiennes, par exemple. C'est-à-dire que Lucrèce sent qu'il y a quelque chose qu'on peut perdre. Pas seulement dans les personnes, ça on le sait, que les gens naissent et meurent, que les empires naissent et meurent, mais je crois qu'il a la pré-intuition que le monde lui-même peut s'épuiser. Et ça, effectivement, c'est exactement ce qu'on découvre aujourd'hui. Je fais une parenthèse de 30 secondes un peu pragmatique. Vous savez qu'aujourd'hui, notre utilisation exponentielle des ressources nous place dans un état qu'on nomme en physique un état d'instabilité. On a un régime de rétroaction positive. Ça veut dire que de façon à peu près certaine, sur le rythme actuel, le système planétaire va cracher. Il va cracher dans assez peu de temps. On peut physiquement assez bien estimer la période qui est de l'ordre de quelques décennies, au bout duquel le système ne pourra plus relaxer. Disons que le temps de doublement de l'exponentielle actuellement c'est 30 ans. Et on sait qu'il faut quelquefois 30 ans pour que le système crache. Mais ça a déjà commencé il y a environ 30 ans. Donc il nous reste une cinquantaine d'années au mieux, quoi, si on reste sur la trajectoire actuelle.
Et ça, je trouve que la pensée de Lucrèce, finalement, nous met dans cette situation de porosité à l'éventuelle chute, j'entends. Très bien, merci beaucoup. Ça commence quand même très fort, il faut quand même le dire. On va être rempli d'optimisme. Et puis comme moi je connais un peu la suite, ça va rester sur de la même mot. Oui, alors peut-être quand même encore un mot. Si vous vouliez revenir sur le clinamen, pour nous dire comment ça aide à penser ça, précisément. Oui, je pense que le clinamen, je prends le micro ou pas? On n'a pas besoin peut-être du micro, hein, je ne sais pas, comme vous voulez. Bon, le clinamen, ça aide à penser ça parce que ça introduit la possibilité d'un avenir, en quelque sorte, qui n'est pas entièrement écrit dans ce dont nous sommes issus. Alors, vous savez, en physique, on peut appeler ça la mécanique quantique, on peut appeler ça le chaos, enfin on peut donner beaucoup de mots savants derrière ça. Mais l'idée, en gros, c'est que l'état final n'est pas entièrement déterminé par l'état initial. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait que la connaissance du passé, en quelque sorte, n'est pas entièrement suffisante pour comprendre l'avenir. Donc à la fois c'est inquiétant parce qu'on peut tout perdre par cette dégradation chaotique, mais en même temps c'est rassurant. Parce que ça veut dire que tous les possibles sont encore, en principe, autorisés. D'accord, tant mieux, on s'en réjouit. Alors, il y a aussi quelque chose, je crois, à quoi vous êtes particulièrement sensible, et là, pour le coup, on va y revenir à plusieurs reprises, à travers plusieurs textes, que vous lisez dans Lucrèce, Aurélien, c'est les enjeux d'une pensée locale plutôt que d'une doctrine globale. C'est-à-dire que ce dont nous avons besoin pour penser l'épuisement de la Terre, c'est d'abord d'une pensée locale, et on va le voir très fortement tout à l'heure dans le troisième texte que nous lirons, et pas seulement d'une doctrine globale. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment le texte de Lucrèce vous aide à penser ça? Est-ce que vous mettez derrière cette nécessité d'une pensée locale? Oui, je crois, si je l'ai bien lu, que Lucrèce, finalement, nous dit pourquoi pas la légende? Je veux bien croire à la légende, mais à condition de ramener à zéro, c'est à quelque chose, vous savez, du calcul prédifférentiel, à condition de ramener à zéro la distance entre le monde et les arrière-mondes. Ce qu'il nous dit finalement, c'est que les enfers, c'est ici, c'est que l'enfer, c'est l'histoire. C'est que tous les damnés, Tantale, Titios, Sisyphe, les Danaïdes, celui qui gît, vous savez, le foie dévoré vivant par les vautours, celui qui travaille à la pierre qui monte, celui qui tente de se désaltérer dans une rivière qui se dérobe, celle qui remplit ses tonneaux percés, ce ne sont pas des héros légendaires damnés, ce sont nos voisins, ce sont même peut-être parfois nos consciences. Et je crois que finalement, Lucrèce nous invite, peut-être de façon un peu anticipatoire, à penser une véritable philosophie de l'immanence. Ça se déroule ici, mais ici au sens le plus fort, c'est-à-dire pas seulement dans ce monde-là par opposition aux arrière-mondes ou à la transcendance, mais par opposition à la pensée universalisante. De façon radicalement anachronique, je pourrais dire que le combat des épicuriens contre les stoïciens, jardin contre le portique, c'est-à-dire de l'ici contre le partout, c'est peut-être un peu celui de Montaigne contre, là c'est vraiment anachronique, hein, mais contre Hegel, Leibniz, d'Alembert ou Diderot, c'est-à-dire contre l'encyclopédie. Il y a une sagesse de la circonstance. Et moi je crois que c'est quelque chose qu'on devrait peut-être se réapproprier urgemment pour faire face aux défis que nous traversons. D'accord, alors comme vous avez été très gourmand et que vous avez voulu beaucoup de textes, qu'on va lire. On va quitter Lucrèce, après ces magnifiques explications, pour faire un saut au XVIe siècle, à la Renaissance, avec une très célèbre élégie de Ronsard, que certainement vous connaissez tous, et que Stéphane va nous lire. Merci Stéphane. De Ronsard, Élégie 24, contre les bûcherons de la forêt de Gastine. Écoute, bûcheron, arrête un peu le bras. Ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas. Ne vois-tu pas le sang lequel dégoûte à force des nymphes qui vivaient dessous la dure écorce? Sacrilège meurtrier, si on pend un voleur pour piller un butin de bien peu de valeur, combien de feu, de fer, de mort et de détresse mérites-tu, méchant, pour tuer nos déesses? Forêt, haute maison des oiseaux bocagés, plus le cerf solitaire et les chevreuils légers ne pèteront sous ton ombre et ta verte crinière, plus du soleil d'été ne rompra la lumière. Plus l'amoureux pasteur, sur un tronc adossé,
enflant son flageolet à 4 trous percés, son matin à ses pieds, à son flanc la houlette ne dira plus l'ardeur de sa belle Jeannette. Tout deviendra muet, écho sera sans voix. Tu deviendras campagne, et en lieu de tes bois, dont l'ombrage incertain lentement se remue, tu sentiras le soc, le coutre et la charrue. Tu perdras le silence, et haletant d'effroi, ni satire ni pan ne viendront plus chez toi. Adieu, vieille forêt, le jouet de Zéphyr, où premier j'accordais mes langues de ma lyre, où premier j'entendis les flèches résonner d'Apollon, qui me vint tout le cœur étonné. Où premier, admirant ma belle Calliope, je devins amoureux de sa neuvaine trope quand sa main sur le front sans rose me jeta, et de son propre lait Euterpe m'allaita. Adieu, vieille forêt, adieu, tête sacrée de tableaux et de fleurs autrefois honorées. Maintenant, le dédain des passants altérés qui, brûlés en l'été des rayons éthérés, sans plus trouver le frais de tes douces verdures, accusent tes meurtriers et leur disent injures. Adieu, chêne, couronne aux vaillants citoyens, arbre de Jupiter, germe d'Odonéen, qui, premier aux humains, donnates à repaître. Peuple vraiment ingrat, qui n'ont su reconnaître les biens reçus de vous, peuple vraiment grossier, de massacrer ainsi leur père nourricier. Que l'homme est malheureux, qui au monde se fie. Ô Dieu, que véritable est la philosophie qui dit que toute chose à la fin périra, et qu'en changeant de forme une autre vêtira. De tempête, la vallée un jour sera montagne, et la cime d'Athos une large campagne. Neptune, quelquefois, de blé sera couvert. La matière demeure et la forme se perd. Bien. Merci Stéphane pour cette très belle lecture et merci Aurélien d'avoir retrouvé, d'avoir choisi cette élégie de Ronsard à laquelle j'aurais pas forcément pensé. C'est évidemment là on a de façon très exemplaire une magnifique figure de l'épuisement de la terre sous la forme de la déforestation. Et évidemment ce qui est surprenant dans cette élégie, je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle vous l'avez choisie, c'est que elle nous dit de façon presque prophétique que cet épuisement se prépare de longue date, que le problème est ancien, qu'il ne date pas d'hier. Donc peut-être un mot pour commencer, si vous voulez bien, sur la déforestation et sur son ancienneté, sur la longue durée et sur ses conséquences, et donc sur cette dimension du temps, de l'histoire. Oui, donc je viens bien sûr tout de suite à votre question. Quand même, Ronsard, peut-être je fais erreur, mais pour moi c'est un peu le père quand même. C'est un peu le père de la philosophie, de la poésie française. Bon, il y a eu Rudebeuf avant lui, il y a eu Villon aussi avant lui, mais il était encore dans le langage vernaculaire. Et il y avait quelque chose d'une hétéronomie assumée, et Ronsard est celui qui autonomise complètement le matériau littéraire, qui à la fois est dans une nouveauté radicale, une rupture franche, et puis qui pourtant, bien sûr, est dans la continuité. Sa Cassandre est un peu la lore de Pétrarque, et il invente, et il emprunte aux Romains, aux Grecs, etc. Et là, Ronsard défend donc la forêt de Gastine, et je trouve que quand il dit que tu sentiras le soc, le coutre et la charrue, tu perdras le silence. Quelque chose d'extraordinaire, parce que en fait, ce qu'il invoque, c'est un droit à l'être inutile, peut-être ce que Isabelle Hébrard, l'arpenteuse du désert, appelait un droit à l'errance. Je crois que ce que fait Ronsard de génial, c'est que non seulement il comprend que détruire la forêt est insensé, puisque c'est elle qui nous nourrit, c'est elle qui nous chauffe, mais qu'au-delà de cet aspect utilitaire, c'est aussi une sorte de crime contre l'ontologie de la forêt, parce qu'elle a une valeur en tant que telle, et c'est pour ça, je crois, qu'il invoque les nymphes. C'est parce qu'il y a quelque chose de profondément inhumain, on sent encore mieux peut-être qu'avec les animaux, qui pourtant avait sa légitimité propre.
Et effectivement, ce que vous évoquez, c'est que ce dont on se rend compte ici, c'est que ce geste finalement de massacre de ce monde dans lequel nous vivons n'est pas récent. C'est pas l'ère industrielle, c'est pas le néolibéralisme, on est bien avant tout cela, et bien avant Ronsard, bien avant Ronsard, on sait aujourd'hui que les chasseurs-cueilleurs, dès lors qu'ils envahissaient une partie du globe, décimaient massivement la métafaune bien au-delà de leurs besoins alimentaires. Donc on sait aujourd'hui qu'on fait face à un triple problème, n'est-ce pas? Il y a le problème du réchauffement climatique que tout le monde connaît, qui est catastrophique, hein, puisqu'on parle de 1,5 degré, mais on est sur plus 6 degrés en ce moment. On n'a pas commencé à faire le moindre effort. Il y a le problème de la pollution, dont on parle moins, mais qui est au moins aussi dramatique que le réchauffement climatique. Et il y a le problème qu'évoque ici Ronsard, qui pour le moment est le problème qui tue le plus. Parce que le réchauffement climatique, on ne l'a pas encore vraiment vécu. Hein. Si on a perdu 60% des vivants de la planète en 40 ans, ce qui est le cas, ce n'est pas à cause du réchauffement climatique. C'est tout simplement parce que les vivants non humains n'ont plus de lieu pour vivre. L'expansionnisme humain fait qu'il n'y a plus nulle part aujourd'hui où les animaux peuvent se retrouver. Et je trouve ça à la fois très triste et très beau qu'on retrouve effectivement à la Renaissance cette préoccupation qui est radicalement contemporaine. Alors, merci beaucoup Aurélien pour toutes ces précisions. Il y a une chose, étant vous avez choisi donc, les deux premiers textes que nous avons pris, Lucrèce et Ronsard, sont des poèmes. Et je sais qu'une question qui vous tient beaucoup à cœur, c'est celle justement du pouvoir de la poésie et peut-être du pouvoir de la poésie comme arme critique. Et ici, ce qui est très frappant dans ce texte-là, c'est que c'est non seulement une arme critique, mais c'est aussi une arme prophétique, puisque dans le fond, le ton même du texte, et c'est quand même ça, parler de l'épuisement de la Terre. Parler de l'épuisement de la Terre, c'est pas seulement parler de ce qui a été, de ce qui advient aujourd'hui, mais c'est se projeter dans l'avenir. Et c'est probablement cela que nous ne savons pas assez faire. C'est-à-dire que si, comme vous venez de le rappeler, si peu de mesures ont été prises et si peu de mesures efficaces, c'est probablement au titre d'une certaine cécité, d'un défaut d'imagination qui nous interdit, nous empêche de nous projeter dans l'avenir. Donc peut-être j'aurais aimé que vous reveniez, parce que c'est une question qui vous tient à cœur, sur ce pouvoir de la poésie comme arme critique, comme arme prophétique et comme projection dans l'avenir. Oui, c'est vrai que ce qui est absolument fascinant et angoissant dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est que quand on regarde un peu l'histoire, aucun des schèmes du passé ne peut nous servir d'exemple pour trouver notre voie. Dans des situations comparables à la nôtre, tous les empires se sont effondrés. Donc on ne peut pas simplement trouver l'inspiration dans le cheminement qu'a suivi notre civilisation. Il faut inventer quelque chose de radicalement autre. Et je crois que c'est finalement là où la poétique, ou le poétique, a précisément son mot à dire et son rôle fondamental à jouer. L'avenir sera poétique ou il ne sera pas. Parce que c'est très exactement ça l'enjeu aujourd'hui. C'est la précision de la poésie et la capacité d'innovation et d'exploration hors de ce chemin qu'on croyait balisé. Et pour le dire de façon un peu provocatrice, en même temps, Ronsard, dans ce poème, il est un peu agaçant. Moi, je le trouve un peu agaçant parce qu'il fustige le bûcheron. Il dit quand même, bûcheron, tu es un salaud de détruire la forêt. Mais enfin, il fait quoi le bûcheron s'il arrête? Est-ce que monsieur de Ronsard ouvre les portes du prieuré de Saint-Côme pour accueillir le bûcheron qu'il souhaite donc mettre au chômage finalement? Et comment se chauffe-t-il? Alors bien sûr, on ne va pas en faire le reproche à Ronsard, parce que le poète n'a pas à faire face à toutes ces questions politiques. Il a parfaitement le droit à une incohérence globale, n'est-ce pas? Pasolini était communiste, collectionnait les Alfa Romeo et ça posait aucun problème. Enfin, moi, ça me pose aucun problème. Mais nous, en tant que lecteurs, on a aussi le droit de décontextualiser le texte. Et si on le décontextualise, moi je crois que c'est toute la problématique sociale finalement qui manque à ce poème. Et je crois que nous avons aujourd'hui la troisième partie à écrire. Et la troisième partie, c'est effectivement que font le poète, le bûcheron et la forêt. Et il me semble que c'est déjà un peu en gestation dans le texte, parce qu'en fait, ce que nous dit Ronsard, c'est que la forêt est un peu plus que la forêt, c'est que le bûcheron est un peu plus que le bûcheron, et j'aime à penser que ces dryades, ces nymphes, ce merveilleux et ce miraculeux qui nervure son texte, c'est précisément ce qui peut servir de passeur
de passeurs dans un au-delà qui est une sorte de pari d'amour finalement, et qui est un peu un diadisme premier. Non pas de se dire, bon, ben on va se mettre ensemble, parce que ça on ne le fera pas, on n'a jamais su le faire, mais de se dire finalement, nous venons d'un ensemble, nous étions déjà ensemble sans le savoir. C'est peut-être un peu ce que théorise, je suis très audacieux, mais bon, notre ami Jean-Luc Nancy ou Gilles Deleuze même, de penser la multiplicité a priori. Et ça, je crois que ce n'est pas faire une grande violence au texte que de le supposer. Voilà. Alors je précise que M. Crépon disait qu'il savait quelque chose à mon travail philosophique, puisqu'il a été mon directeur de thèse. Voilà. Mais maintenant que vous le connaissez, vous imaginez le jour où il a déboulé dans mon bureau en me disant « J'aimerais bien que vous dirigiez ma thèse ». Là, je me dis « Mais où je vais ?» Bien, alors nous allons passer maintenant au troisième texte. Alors là, on part vraiment dans des perspectives très contemporaines. Donc un texte de l'écrivaine africaine Soni Labou Tansi, dont je vous dirai un mot tout à l'heure. Un texte qui s'appelle « Réinventer la logique à la mesure de notre temps ». Et donc Stéphane, c'est à toi. Stéphane, on va juste le couper là où on avait dit. On va pas, voilà. Couper là où on avait dit. C'est-à-dire là. Oui, c'est ce qui est prévu, oui. De réinventer la logique à la mesure de notre temps. Nous ne sommes pas encore au monde, il n'y a pas encore de monde, les choses ne sont pas encore faites. La raison de vivre n'est pas encore trouvée, disait Antonin Artaud. Cette affirmation nous donne à nous, Africains, le courage d'espérer. Elle me donne à moi une certaine confiance dans l'acte d'écrire. Nous savons qu'il y a deux malheurs autour de l'écriture. Le malheur d'écrire lui-même et le malheur de lire. Écrire, c'est choisir le scandale comme moyen d'expression. Il y a scandale parce qu'on voit plus loin que sa main, plus loin que son temps, plus loin que les choses. Il y a scandale aussi parce que, qu'on le veuille ou non, entre l'écrivain et son public, vous aurez toujours les maisons d'édition, les journaux, les librairies, la télévision, la langue. En quelque sorte, l'écrivain est celui par qui le scandale arrive. Le monde, car en fait, dans toute écriture, il est question du monde. Le monde, donc, c'est hier, aujourd'hui, mais surtout le monde, c'est demain. Hier a eu lieu, hier aura été, hier nous aura transmis la vie, à vous, à moi, à nous tous, aussi pour nous dire bravo hier. Reste aujourd'hui et demain. L'écrivain est un homme qui a un problème. J'ai, moi, un problème avec aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui semble dire abat demain. Abat demain, le titre de mon prochain roman. Je crois que c'est à l'occasion d'un cri pareil qu'on me demande de dire ce qu'est la fonction communicative de la littérature africaine. Mais nous risquons de tout gâcher en parlant de littérature africaine, à moins d'établir auparavant que l'Afrique doit spécialement parler. Un droit spécial à la parole. Tout au long de son histoire, l'Afrique a fait parler, ou a même parlé en son nom, à sa place, avec sa voix. L'Afrique avait sans doute beaucoup à dire, mais on a fait impasse sur elle. Maintenant, pour des raisons de salut, il faut qu'elle parle, qu'elle surprenne. Droit d'aînesse aussi, parce que l'Afrique est le berceau de la race humaine. Mais il faut qu'elle parle parce qu'à mon avis, l'Afrique est le nouveau monde. Nous avons un droit spécial à la parole. Notre parole est spéciale parce qu'elle oblige le monde à changer de logique. Notre monde doit choisir entre changer de logique et pourrir, mourir. Mais je ne parle pas de la mort apocalyptique par le feu des atomes. Sur nos têtes brille l'autre mort, la mort de la vie, celle qui, à mon avis, précédera la mort du monde. Notre logique actuelle, basée sur le cannibalisme économique, culturel, philosophique, esthétique, aboutira sur un ensauvagement toujours plus grand de l'espèce humaine. Le comble est que pour les âmes faibles de notre temps, ce cannibalisme est un mal nécessaire. La honte est devenue un mal nécessaire, la lâcheté un mal nécessaire, l'ignominie, si bien que notre siècle manque d'idéal. Notre siècle est un grand danger pour demain. Mais si donc l'Afrique doit parler, c'est d'abord et avant tout pour dire qu'aucun mal n'est nécessaire. Nous avons gardé l'humanité intacte pendant 2 millions d'années.
alors que moins de 300 ans de cannibalisme technologique ont suffi pour créer les monstruosités écologiques que vous connaissez. Les mythologiciens ou âmes de la vieille logique risquent de poser la question. L'écrivain africain est-il engagé ou désengageant? Je suis engagé par rapport à l'espèce humaine. Et cette chose se comprend mieux quand on sait que l'Afrique est un cas socialement, culturellement, humainement et politiquement. L'Afrique, c'est la preuve même que l'homme n'est pas encore humain, qu'il n'est pas encore au monde. On a peur ou honte ou pitié de notre sous-équipement. On veut nous aider à ce qu'il paraît, on nous envoie des cadeaux, mais nous sommes parfois étonnés parce qu'en ouvrant les paquets, il arrive que nous trouvions tout un gouvernement, avec ministre de la Culture à l'appui. On oublie de nous joindre un haut commissaire au bon sens. Cela pour permettre aux multiraciales et aux mythologiciens d'établir que l'Afrique n'a ni logique, ni esthétique, ni transcendance. L'Afrique ne semble être qu'un puits de matières premières. Nous sommes dans une culture du scandale. Merci beaucoup Stéphane, c'était vraiment absolument magnifique. Merci Aurélien d'avoir choisi ce texte. Quand on parle de l'épuisement de la Terre, et vous me direz si vous êtes d'accord avec ça, on est obligé de tenir, et c'est un peu le paradoxe, de tenir deux dimensions ensemble. On est d'abord obligé de tenir une dimension absolument globale, c'est-à-dire on est obligé de savoir que le réchauffement climatique, ça affecte tout le monde, que la menace nucléaire, ça affecte tout le monde, que dans le fond, là, il y a dans l'épuisement de la Terre quelque chose qui transcende toutes les frontières. Mais quand on a dit ça, ce qu'il faut évidemment reconnaître pour prendre la mesure du problème, on n'a fait que la moitié du chemin. Parce qu'on a aussi besoin d'une pensée, comme on l'a dit tout à l'heure en commençant, du local. Et on ne peut pas parler de l'épuisement de la Terre, il n'est pas possible de s'en tenir à des considérations générales abstraites qui ne tiennent pas compte des situations locales. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une géographie de cet épuisement. Il y a une géographie de cet épuisement qui appelle évidemment des responsabilités différentes, qui suscite des responsabilités différentes. Et il y a une géographie de cet épuisement qui aura pris ainsi et qui continue à prendre des formes économiques et sociales diverses selon les situations. Et dans cette géographie, évidemment, c'est pas la seule, mais une place particulière doit être reconnue à l'Afrique. Donc, ma première question, ce serait peut-être de nous dire un peu qui est Sony Labou-Tansi, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde a la. Donc, dites-le nous en quelques mots. Merci. Oui, c'est quand même génial, n'est-ce pas, que ce texte commence avec une référence à Artaud, parce que Artaud, c'est quand même le maître de l'hybridation, quoi. C'est le penseur des chimères, c'est l'inventeur du corps sans organes. Finalement, ça ne veut pas rien dire. C'est aussi le chantre du théâtre de la cruauté. On y reviendra avec Genet, mais donc c'est celui qui sait que dans la scène, et que tu dois le savoir aussi, il y a toujours un rapport à la mort. Alors, Sony Labou-Tansi, pour moi, c'est pas un grand écrivain africain. Voilà, il ne faut surtout pas commencer comme ça. C'est un grand écrivain. C'est un grand écrivain. Non, mais c'est pas par rapport à ce que tu disais, hein, bien sûr. Mais je veux dire, en soi, c'est un grand écrivain qui se trouve, et là, effectivement, je suis tout à fait d'accord, être circonstanciellement africain, et en effet, par rapport à la problématique qui nous intéresse, ça a une très grande importance. Mais ça a une très grande importance, comme vous le disiez, je passe du tu au vous dans la même phrase, mais c'est pas grave, ça a une très grande importance en tant que localité de l'être et pas en tant qu'ontologie de l'être. Il parle depuis un lieu, mais pas en tant que ce lieu. Et ça, bien sûr, c'est ce qui change tout. Alors, Sony Labou-Tansi, ce texte, il a 35 ans, donc c'est beaucoup plus récent qu'on ça, mais ça reste quand même très prophétique. Il vivait dans la haute savane, dans une petite hutte qui était toujours ouverte, paraît-il. On pouvait le déranger à toute heure du jour et de la nuit. Et puis dans sa cabane, il y avait deux posters de Bob Marley et Che Guevara. Et je trouve ça génial, parce que dans une chambre d'ado occidentale, ça serait tellement cliché. Bon, ça serait tellement caricatural. Mais là, dans cette espèce de désuétude ascétique, moi je trouve que ça a une densité sémantique qui est complètement différente. Alors, avec Laetitia Biaggi, on l'avait surnommé, Labou-Tansi, l'accélérateur de particules. Vous savez, un accélérateur de particules, dans mon domaine, c'est quelque chose où on prend des petits corpuscules élémentaires, on les fait aller très très vite. Et au début, il ne se passe pas grand-chose, parce que finalement, ils vont très très vite, et puis c'est tout. Mais à un moment, ils entrent en collision. Et lors de la collision, là, il se passe quelque chose d'essentiel. Parce que dans la collision, on va créer une entité qui ne préexistait pas. C'est-à-dire que dans la collision, E égale mc2. À partir de l'énergie, on va faire de la masse.
À partir d'un avoir, on va faire un être. À partir d'un accidentel, on va faire un essentiel. Et moi, je crois que c'est exactement ce que fait la langue de la Boutancy. Vous voyez, au départ, on glisse comme ça sur le film ou sur la pellicule du langage, et d'un seul coup, a lieu la collision où on change radicalement de régime. Et il disait, c'est l'explosion qui fait l'homme. C'est l'état civil de ce que j'écris. J'écris pour qu'il fasse peur en moi, je veux redonner vie au cadavre des mots. Et c'est vrai que les mots, ils s'usent, hein, comme la terre. Et il se trouve que je pense que ce que fait la Boutancy, c'est pas seulement leur donner une deuxième jeunesse, c'est les regarder un peu, vous savez, Pessoa disait, il faut voir toute chose comme si c'était la première fois, parce que c'est effectivement la première fois. Et moi, je trouve qu'on ressent un peu ça, on les voit comme si c'était la première fois. Si je peux dire encore un mot, moi j'ai entendu une émission de radio où il parlait, et avec cette voix, cet accent d'Afrique noire là, qui est magnifique, et il disait « Je m'intéresse au magique ». Et il continuait « Je suis quelque peu étranger à la ligne droite ». Je l'entends dire ça, c'est extraordinaire. Parce que je suis un marcheur de la haute savane et de la forêt. Et il a raison. En forêt, vous ne pouvez pas avancer en ligne droite. Si vous avancez en ligne droite, vous vous prenez les arbres. Vous êtes obligé de louvoyer. Et je trouve que ce que sa pensée a d'extraordinaire, c'est d'avoir compris que le détour n'en est pas un. Et c'est aussi ce qu'on sait, vous savez, en relativité générale. On sait qu'en espace courbe, on n'a pas d'autre choix que de se mouvoir sur des géodésiques qui ne sont jamais des lignes droites, qui sont au mieux les lignes les plus droites possibles. Bien, merci beaucoup. Il me semble que mais en fait ça ne fait que prolonger ce que vous venez de dire, il me semble que ce que ce texte fait apparaître aussi, c'est que l'épuisement a une dimension qui n'est pas seulement matérielle, mais qui est également symbolique. Donc comment vous expliqueriez cette dimension symbolique de l'épuisement de la Terre ? Oui, je pense qu'en effet, la dimension symbolique est absolument essentielle. Il y a une réappropriation à mettre en œuvre, parce que finalement, on désire tous être aimés. Et donc, si le regard change, les actions changent. Et donc, ce réagencement de la toile symbolique, c'est vraisemblablement, à mon avis, là qu'il y a peut-être aujourd'hui le plus d'espoir. Finalement, quand il dit « l'Afrique, c'est la solitude », moi, je crois qu'en fait, c'est une chance qu'il écrit là, parce que c'est une foule intérieure. Ce n'est qu'une solitude apparente. C'est un bouillonnement pauvre. Mais vous savez, cette pauvreté qui oblige justement à retrouver la richesse de l'ici. Pour le dire de façon caricaturale, moi, je vois beaucoup de mes étudiants, presque tous, économisent toute l'année pour aller faire un voyage de 10 jours à l'autre bout du monde pendant les vacances. Bon, je vois ça avec bienveillance, je leur en veux pas, ils sont très sympathiques. Mais c'est peut-être ça qu'il faut perdre, c'est cette idée que l'altérité radicale, il faut forcément aller la trouver à l'autre bout du monde. La Boutancy, il avait une sorte d'altérité radicale en lui. Et c'est pas simplement, si vous voulez, une sorte d'attrait comme ça qu'on peut avoir aujourd'hui pour le côté exotique. Voilà, c'est le marcheur de la savane, donc c'est chouette, c'est différent de ce qu'on connaît. Non, non, c'est beaucoup plus profond que ça, parce que l'Afrique, c'est un autre rapport au temps. C'est une sorte de non-linéarité en acte. Et moi, ce que je ressens en le lisant, c'est que j'ai pas envie de le comprendre, j'ai pas envie de faire une nouvelle thèse dessus. J'ai envie de le vivre, d'en faire l'expérience épidermique, magique, et d'une magie rationnelle, hein, parce que c'est pas du tout un déconstructeur du logocentrisme, pour anticiper sur Derrida, la Boutancy, pas du tout. Il y a une hyper-rationalité de la pensée magique. Et finalement, ce qui est incroyable, c'est que notre vieille civilisation a été tellement omnubilée par l'axe Est-Ouest, vous savez, on s'est pensé suivant l'Orient et l'Occident, qu'on a oublié une dimension, qui est le septentrion et le midi. Et finalement, je crois que là, parce qu'attention, en physique, ça change tout d'oublier une dimension. C'est pas simplement que ça ouvre des possibles, ça change même la structure des lois. Et je crois qu'il nous dit, voilà, il y a là quelque chose de fondamental qui n'a pas encore été pensé. Et si on veut être pragmatique quelques instants avant de conclure, bon, vous savez, en termes économiques, et peut-être même en termes intellectuels, moi je ne pense pas que l'Europe va jouer un rôle mondial extraordinairement important dans les prochaines décennies. Et là, on a vraiment quelque chose à inventer avec l'Afrique, c'est redessiner notre rapport au monde. Ça devance la question que j'allais vous poser, mais c'est très bien, ça prouve qu'on est dans le fil, parce que, précisément, moi, ce que j'entends dans ce texte qu'on vient de lire, j'entends plusieurs choses encore. J'entends d'abord quand même un peu de la colère, quand même, et puis il me semble que, du coup, il dessine aussi les linéaments d'une voie, sinon pour sortir de l'épuisement, du moins pour tenter de lui apporter une réponse.
et que cette voie passe précisément par un nouveau rapport, un rapport réinventé aux autres cultures. Et donc évidemment, ça change aussi considérablement la place que l'Europe s'est imaginée devoir et pouvoir prendre depuis plusieurs siècles. Donc moi, j'aimerais bien vous entendre sur ce point, sur cette réinvention d'un autre rapport, d'une autre relation entre les cultures. Oui, c'est vrai que nous avons bien sûr un passé colonial avec l'Afrique, et puis nous avons un peu remplacé le colonialisme par le paternalisme finalement. Et je crois que ce qui est demandé ici, c'est tout à fait autre chose. C'est une extraction de ça, qu'il ne soit pas non plus évidemment une opposition guerroyante, parce que ce n'est pas du tout ce dont il est question. Moi, je crois que finalement, nous avons besoin de scandale, et nous avons besoin de scander ce scandale. Et j'aime beaucoup l'idée qu'aujourd'hui l'Afrique ce soit la terre de ce scandale, parce qu'elle est une sorte... Foucault parlait d'hétérotopie. Les hétérotopies, ce sont les lieux qui sont quand même des lieux, ce n'est pas des utopies, donc ça reste des lieux, mais des lieux qui sont radicalement autres. Je pense que pour nous, l'Afrique, c'est exactement une hétérotopie, avec une temporalité qui s'est déployée, qui s'est étirée comme ça, comme dans un voyage relativiste en quelque sorte. Et ça, je crois que c'est exactement ce qu'on pourrait apprendre de cette culture, dans une logique qui est à la fois, je trouve, très singulière, très située, très locale, parce que ça n'est vrai que là, et dans le même temps qui est absolument universelle, parce que ce qui est dit ici a trait à l'humanité en tant que telle. Donc elle est située, mais elle a une portée qui dépasse cette situation. Et moi je pense finalement que ce qu'il propose exactement dans ce texte, c'est de sortir de la religion dogmatique, mortifère de la croissance telle que nous l'avons définie. Et pourtant, moi j'ai envie de dire que Sony Laboutansi, il croit. Mais il croit aux deux sens du terme. Il croit d'une croissance qui effectivement n'empiète pas sur la terre de la savane, et il croit aussi d'une croyance qui a trait à des schèmes de rationalité qui ne sont pas les nôtres. Et je pense que notre grand péché, finalement, post-cartésien, c'est pas d'avoir inventé cette raison ultra pointue, qui est belle aussi, et qui nous a conduit à des merveilles, mais c'est de l'avoir cru être la seule rationalité possible. Oui, ça me semble très juste. Alors, Sony Laboutansi, c'est un écrivain, vous venez de nous le rappeler, et donc la question que j'aurais à vous poser, s'il s'agit bien de l'invention d'un nouveau rapport entre les cultures et tout ça, quelle est la vocation de l'écriture de ce point de vue-là? Quelle est la place, quelle est la part de l'écriture? Pourquoi ça passe par le travail de l'écrivain? Oui, peut-être, je réponds un peu par une pirouette, mais dans son discours inaugural, Foucault disait que tous ceux qui nous ont permis d'interroger le désir de vérité et de le retourner contre la vérité, de Nietzsche à Bataille, doivent nous servir de signe. Et moi, j'ai l'impression que l'écriture de Sony Laboutansi, c'est justement le signe qui manquait un peu. C'est-à-dire que c'est vraiment l'écriture qui est très classique, hein, finalement. Il n'y a pas de néologisme, il n'y a pas de construction grammaticale radicalement nouvelle. Donc, on est toujours sur le film usuel des mots tels qu'on les connaît, mais qui va quand même, quand on la suit progressivement, nous mener à un choc radical. Et ce choc-là, je crois que c'est un peu le prolongement de ce que vous disiez tout à l'heure sur le poétique finalement, qui est à la fois une hyper rigueur locale, parce qu'un poème c'est bien ça, n'est-ce pas? Poétique c'est quoi? C'est pas la beauté, hein, ça n'a rien à voir avec la beauté, la poésie. La poésie c'est la précision absolue, c'est quand vous ne pouvez pas retirer une virgule sans effondrer le texte, je crois. Et là on est dans un écrire poétique, mais ce poétique qui poussé à son paroxysme mène finalement à une véritable explosion. Voilà. Et cette explosion-là, on ne peut pas ne pas la chercher, parce qu'aujourd'hui, la pire violence, c'est précisément de ne pas faire violence au chêne qui est en train de nous détruire, je crois. Bien, on va passer maintenant à l'avant-dernier texte sur lequel on a beaucoup de choses à dire. Donc je rappelais tout à l'heure que l'épuisement de la terre, ça a engagé effectivement les droits que l'homme s'est donné non seulement sur les ressources végétales, minérales, mais également animales. Et évidemment, l'une des dimensions de cet épuisement de la terre, c'est aussi la transformation progressive du rapport entre les hommes et les animaux, de la relation entre les hommes et les animaux. Donc nous allons entendre à ce sujet un texte de Jacques Derrida,
extrait de l'animal que donc je suis. De quelque façon qu'on l'interprète, quelques conséquences pratiques, techniques, scientifiques, juridiques, éthiques ou politiques qu'on en tire, personne aujourd'hui ne peut nier cet événement, à savoir les proportions sans précédent de cet assujettissement de l'animal. Cet assujettissement dont nous cherchons à interpréter l'histoire, nous pouvons l'appeler violence, fût-ce au sens moralement le plus neutre de ce terme, et même quand la violence interventionniste se pratique, dans certains cas fort minoritaires et nullement dominants, ne l'oublions jamais, au service ou pour la protection de l'animal, mais le plus souvent de l'animal humain. Personne ne peut davantage dénier sérieusement la dénégation. Personne ne peut plus nier sérieusement et longtemps que les hommes font tout ce qu'ils peuvent pour dissimuler ou pour se dissimuler cette cruauté, pour organiser à l'échelle mondiale l'oubli ou la méconnaissance de cette violence que certains pourraient comparer au pire génocide. Il y a aussi des génocides d'animaux. Le nombre des espèces en voie de disparition du fait de l'homme est à couper le souffle. De la figure du génocide, il ne faudrait ni abuser, ni s'acquitter trop vite, car elle se complique ici. L'anéantissement des espèces, certes, serait à l'œuvre, mais il passerait par l'organisation et l'exploitation d'une survie artificielle, infernale, virtuellement interminable, dans des conditions que des hommes du passé auraient jugées monstrueuses, hors de toutes les normes supposées de la vie propre aux animaux, ainsi exterminés dans leur survivance ou dans leur surpeuplement même. Comme si, par exemple, au lieu de jeter un peuple dans des fours crématoires et dans des chambres à gaz, des médecins ou des généticiens, par exemple nazis, avaient décidé d'organiser par insémination artificielle la surproduction et la surgénération de juifs, de tziganes et d'homosexuels, qui, toujours plus nombreux et plus nourris, auraient été destinés, en un nombre toujours croissant, au même enfer, celui de l'expérimentation génétique imposée, de l'extermination par le gaz ou par le feu, dans les mêmes abattoirs. Je n'abuserai pas de la facilité avec laquelle on pourrait donner toute sa charge pathétique aux évidences que je rappelle ainsi. Tout le monde sait quel terrifiant et insoutenable tableau une peinture réaliste pourrait faire de la violence industrielle, mécanique, chimique, hormonale, génétique, à laquelle l'homme soumet depuis 2 siècles la vie animale. Et ce que sont devenus la production, l'élevage, le transport, la mise à mort de ces animaux. Au lieu de vous mettre ces images sous les yeux ou de les réveiller à votre mémoire, ce qui serait à la fois trop facile et sans fin, je dirais seulement un mot de ce pathos. Si elles sont pathétiques, ces images, c'est aussi qu'elles ouvrent pathétiquement l'immense question du pathos et du pathologique, justement, de la souffrance, de la pitié et de la compassion, et de la place qu'il faut accorder à l'interprétation de cette compassion, au partage de la souffrance entre des vivants, au droit à l'éthique, à la politique, qu'il faut rapporter à cette expérience de la compassion. Car ce qui arrive depuis 2 siècles, c'est une nouvelle épreuve de cette compassion. Devant le déferlement pour l'instant irrésistible mais dénié, devant la dénégation organisée de cette torture, des voix s'élèvent, minoritaires, faibles, marginales, peu assurées de leur discours, de leur droit au discours, et de la mise en œuvre de leur discours dans un endroit, dans une déclaration des droits, pour protester, pour en appeler, nous y viendrons, à ce qui se présente de façon si problématique encore comme des droits de l'animal, pour nous réveiller à nos responsabilités et à nos obligations à l'égard du vivant en général, et précisément à cette compassion fondamentale qui, si on la prenait au sérieux, devrait changer jusqu'au socle, et c'est auprès de ce socle que je voudrais m'affairer aujourd'hui, de la problématique philosophique de l'animal. Merci beaucoup, merci beaucoup Stéphane. Je crois que Derrida, que Aurélien et moi avons bien connu, aurait énormément apprécié le ton avec lequel tu as lu son texte, c'est-à-dire un ton de grande fermeté dans lequel on entend même la colère qui était la sienne par rapport à ce dont nous avons décidé de parler pour conclure. C'est un texte à la fois problématique, c'est-à-dire l'analogie qu'il fait tout au long du texte entre les camps de la mort et
les abattoirs, les conditions d'élevage et d'abattage des animaux est une analogie problématique. On y reviendra peut-être, mais avant de venir à cette question extrêmement difficile, le texte comporte beaucoup d'autres aspects et d'autres dimensions. Et la première que je voudrais aborder, elle est beaucoup plus générale que ça, puisque c'est une question sur laquelle vous avez pas mal travaillé ces derniers temps. Comment aborder le problème éthique et écologique de ce qu'il faut bien appeler notre réification des animaux, c'est-à-dire notre réification des animaux, c'est-à-dire, je m'explique sur le terme, ça veut dire notre réduction de l'animal à une chose parmi les choses, à des choses parmi les choses. Donc, comment aborder ce problème éthique et écologique? Je me sens un peu illégitime, évidemment, de parler de Derrida devant vous, puisque Marc Répond a lui-même beaucoup travaillé avec Jacques Derrida. Effectivement, je pense que c'est quand même vraiment intéressant d'aborder cette question avec lui et avec vous, parce que Derrida, c'est quand même vraiment celui qui jamais ne s'est extrait de cette espèce de pari de la nuance, quoi. C'est-à-dire que jamais ils sont dans la facilité de la surenchère affirmatrice. Il joue vraiment pleinement, je trouve, son rôle d'intellectuel, parce que moi je pense, comme vous, que les analogies qui sont faites ici sont problématiques. Mais c'est précisément parce qu'elles sont problématiques que ça a du sens aujourd'hui de les poser, de les étudier, de les discuter. Je vois dans notre monde, là en ce moment, je sais par bruit de couloir que dans quelques jours va apparaître dans Le Monde une tribune d'intellectuels par ailleurs très respectables, qui vont s'insurger contre les très timides tentatives qui sont faites aujourd'hui pour s'extraire de ce schème de domination hallucinant qu'est le nôtre envers les animaux. Et ça, je leur en veux quand même. Je leur en veux pas parce qu'ils ont tort, ça j'en sais rien, mais parce qu'ils ne jouent pas leur rôle d'intellectuel. Je trouve que Derrida, c'est quand même celui qui a eu le courage d'être toujours dans la subtilité de la tentative d'une inflexion intérieure dans ce qu'il peut nommer la déconstruction, ce qu'il peut nommer la différence avec un A, pour dire qu'il y a effectivement l'action de différer en elle-même, ce qu'on peut nommer une logique fantomale ou spectrale. Bon, tout ça c'est des mots un peu savants qui sont pas très importants, mais il y a quand même cette volonté de sortir de l'inertie de la pensée. Et ne serait-ce que pour ça, je trouve que ce texte est philosophiquement exemplaire. Et en effet, la question que vous soulevez, donc celle de la réification animale, elle est absolument immense. Ce qui intéresse Derrida et nous finalement ici, c'est que pendant presque toute notre histoire, nous n'avons défini les animaux qu'en creux. Nous les avons définis négativement. Nous les avons définis en cela qu'ils sont ce que nous ne sommes pas. Mais c'est très pauvre ça pour référer à 8 millions d'espèces avec lesquelles nous partageons cette planète, constituée de milliards de vivants qui, on le sait aujourd'hui, désirent, souffrent, angoissent, se projettent, ont une conscience au sens le plus fort, le plus philosophique de ce mot. C'est maintenant établi pour l'essentiel des espèces que nous côtoyons. Mais même cet argument est mauvais, parce que finalement, fallait-il à ce point que nous découvrions qu'ils nous ressemblent, ce qui est évident aujourd'hui, pour que nous commencions à les aimer? Peut-être pas finalement. Et c'est vrai que la réification à laquelle nous faisons face, je voyais il y a quelques jours un film de science-fiction, très mauvais, mais c'est pas la question, qui a été ultra-violent. Donc c'était des extraterrestres qui effectivement réifiaient les hommes, les exploitaient et les décimaient. Et ce que je me suis dit en voyant ce film, c'est que notre attitude envers les animaux nous a ôté le droit de nous indigner. Je me disais finalement, bien sûr, on pourrait, si cela nous arrivait, on pourrait clamer notre souffrance. Ça, je pense que c'est un droit inaliénable. Mais on ne pourrait plus dire que dans cette éventuelle réification que nous serions en train de subir, il y aurait quelque chose d'une forme d'incorrection ou d'ignominie intrinsèque. Nous ne pouvons plus le dire après ce que nous avons fait. Je donne juste deux exemples, et peut-être on va revenir à l'aspect plus philosophique. Vous savez qu'on tue chaque année 100 milliards de vivants terrestres et 1000 milliards de vivants marins à des fins alimentaires. Ce sont des chiffres qui sont incommensurables à tout autre, qui sont irreprésentables. Vous savez, un poisson, par exemple. Aujourd'hui, on sait que les poissons souffrent. Hein. Ça ne fait même plus débat dans la communauté scientifique, c'est quelque chose d'acté. Ils ressentent la douleur. Et les poissons, qu'est-ce qui se passe avant qu'on les mange? En fait, quand les filets remontent, la vessie natatoire explose, l'estomac et l'œsophage sont arrachés, ressortent par la bouche, les yeux sortent des orbites. Ça, c'est pour les plus chanceux. Les autres, c'est une agonie qui est extrêmement lente, où ils vont mourir par asphyxie, mais hélas, pour les poissons, ça ne dure pas 10 minutes, ça dure plutôt des jours, ou par écrasement sur leurs congénères. C'est insoutenable. Mais ce soir, la plupart d'entre nous va quand même en manger. Donc là, je crois qu'il y a un moment quand même où je trouve que
voilà, le parler poétique ne suffit plus, et c'est intéressant justement que le discours philosophique vienne dire « Très bien, on le sait, qu'est-ce qu'on construit avec ça ?» D'accord, très bien. Alors, justement, voilà, on voit bien, à travers les analyses que vous voulez de proposer, que ce qui est en jeu dans cette question du rapport entre les hommes et les animaux, de la souffrance animale, des conditions d'élevage, d'abattage, de pêche, etc., c'est de déplacer notre seuil de tolérance. C'est-à-dire de nous faire apparaître, et c'est ce que disait Derrida lui-même, il disait à un moment, je perçois l'intolérable. Dans le fond, je crois que progressivement, et on est en train de vivre quand même ce moment-là, que progressivement, ces conditions-là seront de plus en plus intolérables à une majorité de nos concitoyens. Comment déplace-t-on ce seuil de tolérance? L'une des façons peut-être de déplacer le seuil de tolérance, encore une fois, c'est que si nous tolérons ce mal-là, c'est aussi que nous ne savons pas l'imaginer. C'est ce que vous venez de dire. Qui parmi nous savait, avec conscience des chiffres que vous venez d'avancer? Donc, ce qui est en jeu, c'est effectivement de nous rendre visibles ce que nous ne savons pas voir, c'est de nous permettre d'imaginer ce que nous ne savons pas imaginer ou ce que nous ne voulons pas imaginer. Et donc comment y parvient-on? Oui, je serais heureux de le savoir. J'avais noté que dans un autre texte, Derrida avait eu cette phrase que je trouve extraordinaire, peut-être c'est une piste. Il disait que la question de l'animalité n'est pas une question parmi d'autres. Elle est la limite sur laquelle se déterminent toutes les grandes questions. L'éthique, le politique, le crime contre l'humanité, le génocide. Partout où quelque chose comme animal est nommé, les présuppositions les plus graves et les plus résistantes dominent le discours. Cette phrase est très forte et très juste, je crois. Finalement, ce qui se dessine, me semble-t-il, ici, c'est un peu le verso de l'humanisme. L'humanisme est une belle doctrine, mais il y a aussi une face pourrie de l'homme-dieu. C'est effectivement cette inconsidération de tout ce qui n'est pas lui et tout ce qui n'est pas nous. Et le défi, je crois, c'est de penser une altérité radicale. Toujours Derrida disait tout autre et tout autre, au sens chaque autre, le premier tout veut dire chaque, et le deuxième tout veut dire être infiniment autre. Chaque autre est infiniment autre. Ça, on le sait. Et pourtant, on a quand même réussi à développer cette forme d'empathie qui fait que, quand tout se passe bien, la souffrance d'un autre humain ne nous est pas absolument indifférente. Avec les animaux, c'est une situation qui est très compliquée parce que le niveau d'altérité, évidemment, est décuplé. Et moi, je crois que le fondement de l'évolution possible, c'est de cesser de penser en termes de proximité. Aujourd'hui, certains se battent pour que les grands singes, par exemple, les grands singes, c'est nous, parce que nous sommes une des 5 espèces de grands singes, donc c'est nous et les 4 autres espèces de grands singes, aient des droits qui soient pas trop différents de ceux des hommes. Moi, je ne comprends pas très bien cette démarche. Faut-il à ce point qu'ils nous ressemblent pour qu'on les respecte? On l'a bien vu avec la colonisation, c'est pas tenable. Je veux dire, le droit à l'existence d'un peuple n'est évidemment pas assujetti à sa proximité avec les dogmes européens. Enfin, il a un peu été dans les faits, mais il n'aurait sans doute pas dû l'être si on réécrivait l'histoire. Et ça, c'est ce qu'on est en train de peut-être exporter peu à peu dans le champ animal. Moi, je pense qu'il faut sortir de cette logique d'indexation à une hiérarchie qui est strictement humaniste. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Et il me semble que finalement, le principe presque d'action devrait l'emporter sur la philosophie. Moi, je ne suis pas sûr qu'une fourmi ait moins droit à la vie qu'un éléphant, mais concrètement, je ne pourrais pas ne pas en écraser. Donc, je vais faire avec, parce que c'est pas parce qu'un peu de mal est fait que tout le mal est autorisé. Et ça, c'est très important aussi. Cette idée que, parce qu'avec les hommes, on le sait très bien, ça, c'est pas parce que vous blessez un peu quelqu'un que vous avez le droit de le piétiner. Et on emploie rarement cet argument avec les animaux. On se dit, bah après tout, on écrase des fourmis, donc si on en écrase 10, pourquoi pas 1000? Mais c'est pas pareil, 10 et 1000. Exactement comme avec les hommes. Blesser un peu et détruire, c'est pas la même chose. Tuer un peu et participer à l'extinction d'une espèce, c'est pas la même chose. Voilà. Mais le passage à l'acte, c'est une autre affaire. Il y a plein de questions. Je vais juste revenir sur la phrase « tout autre et tout autre ».
Tout autre et tout autre, ça veut dire que tout autre, alors ça se dit en général des autres êtres humains, l'altérité de tout autre est infinie et radicale. C'est-à-dire que l'altérité de tout autre dépasse infiniment ce que je peux en connaître. C'est-à-dire je ne pourrais jamais par un jugement, par une catégorie, par une connaissance. Et c'est vrai que d'abord c'est déjà très compliqué entre les humains. C'est-à-dire que cette altérité radicale, elle trouve ses limites dans les guerres, dans les génocides, dans toute la violence que les hommes sont capables de s'infliger les uns aux autres. Mais évidemment, on a encore beaucoup plus de mal à le penser vis-à-vis des animaux, c'est-à-dire l'altérité radicale de l'animal, le fait qu'il y ait quelque chose comme une infinité dans l'animal qui nous échappe, c'est évidemment quelque chose qui dépasse encore nos seuils ordinaires, pour la plupart d'entre nous, de sensibilité et d'imagination. Maintenant, il y a autre chose dans le texte qu'on vient de lire qui retient mon attention, c'est quand Derrida dit à propos de l'animal, mais ça pourrait se dire probablement à propos de toutes les formes d'épuisement de la Terre que nous avons évoquées ou que nous aurions pu évoquer ce soir, c'est quand il parle de l'oubli, de la dénégation, et quand il dit qu'ils sont organisés. Dire qu'ils sont organisés, ça veut dire que ce qui nous empêche de voir, ce qui nous empêche d'imaginer, toutes les figures ou toutes les formes de cet épuisement, c'est aussi lié à une volonté intentionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des forces, il y a des volontés qui contribuent à ce que nous ne voyons pas ce que nous devrions voir et à ce que nous n'imaginions pas ce que nous devrions imaginer. Et là, je ne sais pas si vous m'avez vu venir, mais évidemment, comment parler de l'épuisement de la Terre sous toutes ses figures sans parler des lobbies? Parce que cette organisation-là, l'organisation de l'ignorance, l'organisation de l'aveuglement, l'organisation de la cécité, elle est évidemment absolument indissociable de forces politiques, industrielles, économiques qui contribuent à cet effacement. Donc j'aurais bien aimé pouvoir rebondir sur juste, dans tous les textes qu'on a lus, ça n'apparaît qu'au détour d'une phrase, quand Derrida dit « oui, l'oubli et la dénégation sont organisés ». Oui, l'oubli, c'est le drame, hein, puisque vous savez que vérité, en grec, ça se dit aletheia, et que contrairement à ce que dit Heidegger, aletheia, c'est pas exactement le dévoilement, c'est avant tout, principalement, la mémoire. Les eaux du fleuve Léthé étaient les eaux oublieuses, donc ne pas passer dans les eaux du fleuve Léthé, c'est d'abord se souvenir. Et effectivement, cette organisation de l'oubli, c'est vraisemblablement une des causes premières de notre indifférence. Et là, ce qui se dessine en creux, c'est une réappropriation du politique, en réalité. Vous savez, c'est très compliqué parce que dans l'état actuel des choses, les grandes entreprises sont finalement plus puissantes que des États. Et quand il y a même une inadéquation entre les lois locales et les lois de ces systèmes macroéconomiques, elles ne sont plus jugées par des tribunaux habituels, mais par des tribunaux transnationaux qui sont soumis à une juridiction différente. Donc, quelque part, le politique, au sens le plus fort du terme, sur les questions les plus fondamentales, nous a déjà en partie échappé. Alors, moi, je crois que le rôle du philosophe, c'est un peu le même que le rôle de l'historien, puisqu'on parle de mémoire, tel que le proposait Howard Zinn, un historien américain. Il disait, le rôle de l'historien, moi j'adore cette phrase, c'est pas de montrer l'enchaînement causal de ce qui s'est passé. On ne comprend jamais rien, en fait. Moi, je n'ai toujours pas compris pourquoi l'assassinat de l'archiduc a créé la Première Guerre mondiale. Je n'ai toujours pas compris le rapport, en fait. Donc, ce n'est pas d'essayer d'expliquer comme ça une causalité qui est toujours un peu bidon. C'est, en fait, de montrer que les choses auraient pu être autres. C'est de réintroduire de la contingence. C'est de nous dire, ça s'est passé comme ça, bien sûr, il faut le savoir, parce que les faits sont les faits, quand même. Ça s'est passé comme ça, mais ça aurait pu ne pas se passer comme ça. Et je trouve que c'est ça, aujourd'hui, le rôle du philosophique par rapport à cet oubli organisé, donc à cette dénégation, donc à ces puissances d'ostracisation, finalement, d'une partie des vivants, c'est de dire, c'est ainsi, nous sommes les héritiers de ça, mais ça ne va pas de soi. Je prends juste un exemple trivial, si vous le permettez, en 30 secondes, c'est celui de notre alimentation. J'y reviens, mais pour moi, il est fondamental, parce que l'alimentation a une charge symbolique qui est considérable, et donc nous sommes ce que nous mangeons, hein, ça ne veut pas rien dire. Aujourd'hui, et je le dis évidemment sans la moindre ébauche d'embryon d'agressivité, mais quand même, l'alimentation carnée est indéfendable.
elle est dramatique d'un point de vue éthique pour les animaux, parce que le pire, c'est pas les conditions de mise à mort, hein. Le pire, c'est que les animaux n'ont pas eu de vie avant la mort. Vous savez, le corps d'un lapin, il est fait pour bondir, il est fait pour ça. 99% des lapins qui vivent en France aujourd'hui n'ont pas bondi une seule fois. Ils n'ont pas pu bondir une seule fois. Il n'y a pas eu de vie avant la mort, ce qui est beaucoup plus grave. C'est une sorte de crime contre l'ontologie de la vie en elle-même. Bon, il y a le problème de la santé publique. On sait aujourd'hui, c'est les chiffres OMS, hein, qu'on aura une chute de la mortalité entre 8 et 11% si on devenait végétarien. Il y a le problème écologique global, puisque l'industrie de la viande est plus polluante que celle des transports. Donc, quel que soit le prisme... Et puis, il y a le problème de l'alimentation aussi. Hein. Évidemment, on arrêterait de mourir de faim, on était tous végétariens, parce qu'on aurait beaucoup plus de ressources caloriques. Donc, quel que soit le prisme sous lequel on le regarde, c'est indéfendable. Et pourtant, on est presque tous ici des gens bien, parfaitement respectables et parfaitement conscients et parfaitement éduqués. Et ce soir, 90% d'entre nous vont manger de la viande. Et donc là, il y a quand même un moment, je crois, où il faut peut-être que le passage entre le philosophique et le praxéologique, on se l'impose, tout simplement. Bien, j'espère que vous avez tous entendu la leçon. Je ne sais pas ce que vous avez prévu pour la soirée, mais ça va être très difficile d'enchaîner. Alors, donc peut-être quand même une dernière question, très rapidement, sur le texte de Derrida, parce que, dans le fond, vous l'avez évoqué, mais vous n'y avez pas vraiment répondu. D'où viennent vos réserves, malgré tout, quant à la comparaison, cette comparaison entre le génocide humain et le génocide animal, entre le génocide et l'utilisation même du mot génocide pour parler du massacre des animaux, tout simplement? Moi, je crois que les comparaisons sont souvent des offenses aux deux termes comparés, et il me semble qu'il est quand même sain de laisser à chaque catastrophe sa singularité. Voilà. Je préfère qu'on le voit comme ça. Ça, c'est un peu une pirouette. C'est un peu une pirouette. Alors, bon, ok. Alors, une deuxième réponse. Et si la deuxième ne marche pas non plus, après, je vous laisse vous exprimer. Deuxième réponse, il faut être autorisé pour faire cette comparaison. Certains rescapés des camps de la mort ont fait cette comparaison. Ils étaient en droit de le faire. Je ne m'estime pas en droit de le faire. Derrida était un peu à la frontière. Il n'a pas lui-même souffert de ça, mais enfin, il était juif. Il a évidemment, sa famille a souffert du nazisme. Il a lui-même été interdit d'école pendant quelques années. Donc, indirectement, il a quand même souffert de cette ultra-violence nazie. Je pense qu'il était quand même en situation de se prononcer. Pour moi, jeune homme de culture catholique, né bien après la guerre, je trouve qu'il y aurait quand même quelque chose d'un peu indécent à oser par moi-même la comparaison. J'accepte. Mais j'aimerais bien votre travailler là-dessus. Oui, non, mais on va passer, parce que comme oui, dans le dernier livre, Inhumaine Condition, il y a un chapitre entier sur cette analogie-là, et là, tout à coup, je vous jure que je me dis, pourvu qu'il ne me demande pas, parce que j'ai un blanc, je ne sais plus du tout ce que j'ai raconté. Mais ça, c'est parce que je suis tellement en train d'écouter ce que vous avez à nous dire, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai bien pu raconter sur ce truc-là? Donc, c'est pas grave, je relirai... J'essaierai de comprendre ce que j'ai écrit un peu plus tard. Donc, vous avez absolument voulu que nous concluions par un texte très décalé. Et là, on va avoir un exercice un peu inédit. C'est qu'on va avoir, dans le fond, on va entendre deux textes. On va avoir une... Non, ne t'affole pas, Stéphane, c'est pas une mauvaise surprise pour toi. Il y a deux... On va entendre deux textes. Donc, on va entendre deux textes de Jean Genet. Donc, alors vous allez voir, c'est très décalé par rapport à tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a dit. Donc, un premier texte du journal d'un voleur que va lire Stéphane. Et Aurélien, ça fait 2-3 fois qu'il me dit, par mail, etc., il me dit, vous savez, Marc, il y a un poème de Jean Genet que je connais par cœur. J'ai envie de le réciter. Je crois qu'il connaît plein de pages de Jean Genet par cœur. Donc, on va entendre successivement Stéphane nous lire le journal d'un voleur et Aurélien nous réciter le poème de Jean Genet. Et après, on essaiera quand même, pour conclure, une ou deux questions, si j'y arrive. J'offris donc au bagnard ma tendresse. Je l'ai voulu nommer de noms charmants, désigner leur crime avec, par pudeur, la plus subtile métaphore, sous le voile de quoi je n'eusse ignoré la somptueuse musculature du meurtrier, la violence de son sexe. N'est-ce par cette image que je préfère me les représenter à la Guyane? Les plus forts qui bandent les plus durs, voilés par le tulle de la moustiquaire?
et chaque fleur en moi dépose une si grave tristesse que toutes doivent signifier le chagrin, la mort. C'est donc en fonction du bagne que je recherchais l'amour. Chacune de mes passions me le fit espérer, entrevoir, m'offre des criminels, m'offre à eux ou m'invite au crime. Cependant que j'écris ce livre, les derniers forçats rentrent en France. Les journaux nous l'annoncent. L'héritier des rois éprouve un vide pareil si la République le prive du sacre. La fin du bagne nous empêche d'accéder à notre conscience vive dans les régions mythiques souterraines. On nous a coupé le plus dramatique mouvement. Notre exode, l'embarquement, la procession sur la mer qui s'accomplissait tête basse. Le retour, cette même procession à rebours, n'ont plus de sens. En moi-même, la destruction du bagne correspond à une sorte de châtiment du châtiment. On me châtre, on m'opère de l'infamie. Sans souci de décapiter nos rêves de leur gloire, on nous réveille avant terme. Merci, Aurélien. Oui, je dis quand même quelques mots. Effectivement, ça n'a rien à voir avec le thème de la soirée, mais seulement en apparence. Parce que cette série, n'est-ce pas, Marc Rapon, s'appelle Impasse de la domination. Impasse de la domination. Alors, on ne peut pas faire mieux quand même que Jean Genet. S'il en est un qui a toujours été viscéralement du côté des dominés, des inappropriés, des opprimés, c'est quand même évidemment lui. Et dans ce texte, l'introduction du journal du voleur, il n'est pas directement question de l'épuisement de la terre, mais en fait il n'est question que de cela. Parce que je crois que Genet ne nous dit finalement qu'une chose à travers toute son œuvre, c'est même là, même au bagne, même en prison, même là, j'ai été capable de créer de l'amour. Et finalement, en ce moment, on parle beaucoup de collapsologie, vous savez, c'est-à-dire que faire une fois que tout aura flambé. Ben voilà. Voilà la réponse. Ça, c'était pour ça que je voulais finir avec ce texte. Maintenant qu'on a compris que ça allait mal se passer, que reste-t-il à faire? Il reste à continuer d'essayer d'aimer encore un peu. Et lui, il a réussi à le faire dans une sorte de famille spirituelle incroyable qui joindrait peut-être Bowie, Verlaine, Pasolini, Le Tréamont, Villon, Debord, Vichos, Warhol, Visconti, Cavani, Béatrice et quelques autres. Voilà. Et cette famille-là, moi je trouve qu'elle est, pour moi, la lueur d'espoir dans cette agonie, avec tout le paradoxe, vous voyez, que ça charrie, parce que, bon, Genet, il a commencé par s'engager dans l'armée coloniale, lui qui va vomir le colonialisme. Mais je crois que ce n'était pas pour sauver l'Empire, hein. En réalité, c'était pour être sûr d'être toujours dos à la France. D'ailleurs, il a déserté ensuite. Bon, voilà, je pourrais en parler au fait plus longtemps que de tous les autres. Mon ami Hélène Sixou évoquait la candeur leurrée et beurrée de jeunesse mirante en panthère noire. Et c'est vrai que c'était un ami des Black Panthers, c'était un ami de Angela Davis. Avec Foucault, il s'est engagé pour la défense des droits des immigrés. Il a parcouru les camps de réfugiés. Il s'est engagé contre la guerre du Vietnam. Donc, on dit parfois que Genet a fait du vice une vertu théologale. Moi, je crois qu'il a fait en fait tout simplement de l'amour une vertu cardinale. Et si Sartre, vous savez, Sartre, c'est celui qui l'a fait connaître avec Cocteau, disait qu'il y avait une sorte de cosmologie du sacré chez Genet, je crois qu'il y a surtout une chaologie sacrilège. Vous voyez, chaologie, c'est-à-dire une logique du chaos et une manière de réussir à penser avec le désordre. Et ça, bien qu'on le veuille ou non, c'est ce qui va devoir nous arriver. Donc je sais pas, voilà, si vous restez 5 minutes, je peux vous dire, moi je crois que la seule manière de répondre à Genet, c'est avec Genet. Donc si vous voulez, je vous dis quelques vers du premier à mort. D'accord, j'avais une dernière question à poser, mais en fait, vous y répondez. Je n'avais pas prévu que lisant Genet, vous y répondriez, et c'est ce que vous venez de faire. Parce que je voulais vous demander, dans le fond, après tout ce qu'on vient de traverser, Aurélien, donnez-nous quelques raisons d'espérer. Et dans le fond, c'est un peu ce que vous venez c'est un peu ce que vous venez de dire, c'est un peu ce que vous venez de faire. Donc si vous voulez... Voilà, si vous voulez rajouter un mot, ou si vous considérez que c'est bien, que ça suffit, on va juste vous entendre nous lire, nous réciter, par cœur, je crois, ce poème de Jean Genet. Oui, dans le journal du voleur, dont il vient de lire un extrait, il dit finalement, ce langage, on ne doit pas l'écrire. On doit le chuchoter la nuit à l'oreille d'une voix rauque. Ça, c'est une bonne raison d'espérer. Voilà. C'est-à-dire que même quand on est dans sa cellule, vous savez, au début de Notre-Dame des Fleurs, il est en cellule et puis il y a les bombardements. Et
les bombardements, c'est toujours inquiétant, mais quand en plus on est entre des barreaux et qu'on risque de mourir brûlé vif, c'est encore plus inquiétant. Et qu'est-ce qu'il fait? Il érotise le bombardier allemand. C'est très choquant en même temps, parce que, mais c'est une sorte de Sade dépassé, en fait. Il l'imagine avec des yeux bleus, un jeune homme évidemment, très beau, et en fait, cette catastrophe absolue, je ne crois pas du tout qu'il en fasse une sorte de perversité sadienne, en fait. Je ne crois pas du tout. Je pense qu'en fait, il y a quelque chose d'extraordinairement ingénu dans ce geste. Voilà. Oui, juste, parce que je voulais dire ça tout à l'heure et puis ça m'est sorti de la tête. Donc je fais un retour en arrière à propos du bombardement que vous voulez parler et à propos de tout ce qu'on a évoqué sur l'animal, sur la sensibilité, sur se mettre dans la peau d'un animal, en fait. C'est ça qu'on ne sait pas faire, se mettre dans la peau d'un animal. Il y a une nouvelle extraordinaire, c'est votre histoire du bombardement qui m'y fait penser. Il y a un texte littéraire extraordinaire qui est une nouvelle du grand écrivain russe Vassili Grossman, l'auteur de ce livre fleuve qui s'appelle Vie et Destin, qui s'appelle Zoopark, et c'est un texte qui est une nouvelle qui se passe pendant la guerre et qui imagine le bombardement de Berlin et le bombardement du zoo dans la tête des animaux. Il se met dans la tête des animaux en essayant de comprendre ce que signifie pour eux, comment ils vivent, comment ils sont terrorisés, comment ils souffrent du bombardement. Donc voilà, il est maintenant, enfin, je ne vous interromps plus, nous allons entendre le poème de Jean Genet. Donc je vous dis juste, parce que ça dure une demi-heure, donc je vous dis juste un tout petit bout du Condamné à mort. Ce texte, bien sûr, en l'honneur de Maurice Pilorge, assassin de 20 ans. D'ailleurs, dans le journal du voleur, j'adore cette phrase. Il dit « Les traits de Pilorge étaient d'une délicate violence. » Donc, 2-3 minutes. Il ne veut vraiment pas que je le dise. Âme de me tuer, tuez-moi, brûlez-moi. Michel-Ange exténué, j'ai taillé dans la vie, mais la beauté, Seigneur, toujours je l'ai servi. Mon ventre, mes genoux, mes mains roses d'émoi. Les coques du poulailler, l'alouette gauloise, les boîtes du laitier, une cloche dans l'air, un pas. Sur le gravier, mon carreau blanc éclaire. C'est le luisant joyeux sur la prison d'ardoise. Messieurs, je n'ai pas peur. Si ma tête roulait dans le son du panier, avec ta tête blanche, la mienne par bonheur, sur ta gracile hanche, ou pour plus de beauté, dans ton cou, mon poulet. Attention, roi tragique à la bouche entr'ouverte, j'accède à tes jardins de sable désolés où tu bandes, seul, figé, et 2 doigts levés, d'un voile de lin bleu, la tête recouverte. Par un délire idiot, je vois ton double pur, amour, chanson, ma reine. Est-ce un spectre mâle, aperçu lors des jeux dans ta prunelle pâle, qui m'examine ainsi, sur le plâtre du mur? Ne sois pas rigoureux, laisse chanter Matine, à ton cœur bohémien m'accorde un seul baiser, mon Dieu, je vais claquer sans te pouvoir serrer dans ma vie une fois sur mon cœur et ma pile. Je ne comptais pas finir comme ça, mais je me sens impatient. Donc je vais finir comme ça. Merci Aurélien, merci Stéphane pour la lecture de tous ces textes-là. Donc je crois que nous on peut applaudir vraiment tous les deux. Voilà, c'est fini pour cette année. Oui, on va se voir encore.